Si je vous dis attrapez-les tous, vous me répondez Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vaincu. J'arrête de chanter, promis. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous parler de cet univers très riche et cross-média qu'est Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter à deux potes à moi. Ils ont tous les deux visions intéressantes de Pokémon et de l'univers de Pokémon. Ces deux personnes sont JMDO et Ki. Ils seront respectivement représentés par ces deux images à l'écran, JMDO à gauche et Ki à droite. Je trouvais l'idée d'avoir plusieurs visions différentes de cet univers très intéressante. Pokémon. Bon, on sait tous ce que sont les Pokémon. Pokémon est un jeu vidéo qui s'étale sur plusieurs générations. De la première génération, donc rouge-feu et vert-feuille, à la 8e génération, épée et bouclier. Même si bientôt on aura Scarlett et Violette, rouge écarlate et violet. Mais ce n'est pas que un jeu vidéo, je crois qu'on peut parler d'univers cross-média. Parce qu'en effet, en plus du jeu vidéo, il y a un animé, des mangas, des films dérivés de l'animé, et aussi des cartes Pokémon, des jeux, un jeu mobile, Pokémon Go par exemple, et également tout un tas de goodies, des peluches aux posters. Bref, vous connaissez, on les adore et on se ruine là-dedans. Tout d'abord, commençons par le jeu vidéo. J'ai découvert le jeu vidéo alors que j'étais déjà fan de l'anime quand j'avais 10-11 ans. J'ai donc commencé avec la 4e génération, Diamant et Perle. J'ai pris Diamant parce que j'aimais pas le rose. Mon premier Pokémon qui est toujours un Pokémon que j'adore, c'est Wistikram. Quand j'ai rejoué à Diamant étincelant, j'ai pris Wistikram évidemment. Et Pokémon, c'est ça, c'est un univers très vaste, des tas de petites créatures à capturer et à adorer. J'ai une équipe que j'aime, c'est l'équipe que j'adore, composée de mes 6 Pokémon préférés. C'est, parce que j'adore parler, Aéroptérix en numéro 1, en numéro 2, Simiabraz, Lockpin, Azumarill, Girafarig et Faramp. C'est mes 6 Pokémon. Je rêve d'un jeu où je peux faire une équipe avec ces 6 Pokémon. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. Parce qu'il n'y avait pas Faramp et Simiabraz dans épée et bouclier. Parce qu'il n'y a pas Aéroptérix dans Diamant étincelant. Un jour, j'aurai mon équipe de rêve dans un jeu Pokémon. Un jour, il y aura un jeu Pokémon où il y a absolument tout le Pokédex qui existe actuellement. Peut-être dans les nouveaux qui vont sortir. J'en doute, mais on peut toujours espérer. Chacun a sa génération préférée, à ce qu'il préfère dans les générations, ce qu'il aime le moins. Que ce soit la musique, l'histoire, que ce soit les Pokémon de la génération, les combats d'arène, Cynthia. Quoi, comment ça les autres maîtres Pokémon? Non, les autres mecs de la ligue, ils sont moins bien que Cynthia. Cynthia est la plus forte. Cynthia. Elle est super dure à battre. Elle a traumatisé notre enfance et dans un Diamant étincelant, elle m'a donné énormément de fil à retordre. La ligue en général m'a donné énormément de fil à retordre. Alors que le jeu, je l'ai trouvé plutôt facile. Je suis pas le meilleur à Pokémon. J'ai tendance à avoir une stratégie un peu bourrine. Et je commence seulement à m'intéresser aux attaques de soutien. Alors bon, je suis pas encore aux EV et aux IV, je me suis toujours pas intéressée. Un jour je m'y intéresserai peut-être, un jour. En attendant, je suis clairement pas le meilleur à Pokémon. Je suis pas le pire.
Et au moins, quand j'avais 10-11 ans, j'étais vraiment nulle. Je comprenais pas je comprenais pas les mécaniques du jeu. Parce que des mécaniques dans le jeu, il y en a plein. Si le jeu peut sembler simpliste, du tour par tour avec des petites créatures qu'on fait combattre, au final, il ne l'est pas. Que ce soit au niveau de la table des types qu'il vaut mieux connaître par cœur. Les Pokémon, quand on le voit pour la première fois, on ne sait pas de quel type il est. Alors forcément, quand on connaît tous les Pokémon et tous les types qu'ils ont, ça aide énormément à rouler sur le jeu. Il y a aussi les EV et les IV qu'on peut augmenter, l'expérience à gagner, les attaques qui sont plus ou moins fortes si elles ont le même type que le Pokémon, les attaques de soutien, quelle attaque fait quoi. Ça permet vraiment, plus on connaît le jeu, plus on est doué, même si nos créatures ont le même niveau. Quelqu'un qui est expert en Pokémon, avec un Rattata niveau 10, s'en sortira mieux que quelqu'un avec un Rattata niveau 10 qui n'y connaît rien en Pokémon. Évidemment, il y a la stratégie, je m'y suis jamais intéressée. À chaque fois que j'ai joué en ligne contre d'autres gens dans le monde, je me fais défoncer. Même quand je joue contre mes amis, en général, je me fais défoncer. Et ça, j'aime beaucoup dans les jeux, c'est qu'ils sont très complets. Ce que j'aime également énormément dans les jeux, c'est les combats doubles. Et je suis vraiment très triste qu'il n'ait pas gardé les combats trio et les combats trio rotatifs donnés par Noir et Blanc. Moi j'aimais bien, beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais moi j'aimais beaucoup. Même si les combats duo c'est toujours... Parce que oui, beaucoup de gens vous diront plus Pokémon avance, moins bien c'est. Franchement la première génération elle est claquée au sol. En plus c'est moche. Et oui, moi je suis le genre de gamer qui adore les nouveaux jeux, les jeux actuels. Et le passage à la 3D, j'ai adoré le passage à la 3D sur Pokémon. Et en fait, à chaque nouvelle génération, j'aime de plus en plus les jeux Pokémon. Et oui, pour l'instant, le jeu que j'ai le plus saigné Pokémon, c'est épée et bouclier. Mais c'est le premier jeu auquel j'ai terminé le Pokédex entier parce que ça m'amusait de compléter le Pokédex. Ça m'amusait de parcourir les terres sauvages. Les terres sauvages, je les adore. Ça m'amusait de parcourir les terres sauvages à la recherche des Pokémon, leur lancer les Pokéballs. Et je sens que je vais adorer le prochain jeu Pokémon. Et en fait, j'ai du mal à comprendre les gens qui disent que c'est de moins en moins bien. Mais juste pour les terres sauvages, c'est tellement mieux les nouvelles générations. Le passage à la 3D, donc j'ai adoré du coup notre voyage à Kalos. J'ai adoré même Alola, j'ai un peu moins aimé, mais parce que j'ai pas joué à Usul, donc Ultra Soleil et Ultra à Lune, j'ai juste joué à Lune tout court, et c'est vrai que le jeu était un peu incomplet. Mais j'ai jamais voulu acheter Ultra Lune, qui est le même jeu au même prix, mais en plus complet. Ils auraient dû directement sortir Ultra Lune, mais bon. Oui, c'est comme Platine. Platine, c'est une arnaque comparée à Diamant et Perle. Ils auraient dû directement sortir Platine. Je me ferai plus avoir. J'achèterai plus jamais les nouveaux. Il n'y a que Noir et Blanc 2 qui lui était une toute nouvelle aventure avec une nouvelle histoire et qui donc valait le coup d'être acheté par rapport à Noir et Blanc. Je les ai adorés d'ailleurs, le voyage avec Unis. Ah, l'histoire là, elle m'a bien plu. Ah, en fait, là je suis en train de parler des histoires des jeux. Chaque jeu a son histoire, avec son protagoniste, une histoire racontée, les méchants à affronter, que ce soit la Team Rocket à la Team Plasma en passant par la Team Galaxy. C'est toujours intéressant, même si la Team Yell n'était pas vraiment très méchante. Et j'aime bien moi les histoires dans Pokémon. C'est vrai que c'est pas le plus important, parce qu'on va pas se mentir, j'ai une préférence pour épée et bouclier que j'ai le plus saigné par rapport aux mécaniques, par rapport aux terres sauvages. Le fait que ce soit en 3D, moi me plaît beaucoup par rapport à la 2D. Donc j'ai beaucoup plus saigné épée et bouclier que Noir et Blanc. Pourtant l'histoire de Noir et Blanc est quand même bien meilleure que l'histoire de épée et bouclier. Dans Pokémon, en plus de l'histoire, en plus de l'aventure qu'on doit vivre, on a également à chaque fois un rival qui nous est attitré, que ce soit René qu'on pouvait nommer comme on voulait dans Diamant et Perle. Chez moi il s'appelait Connard. Le plus récemment Nabil qu'on ne peut pas renommer
dans épée et bouclier, ils sont toujours intéressants. Ils servent à venir nous affronter et nous réaffronter régulièrement. Beaucoup de gens parlent au niveau de combat de rival du combat contre Flora ou contre Brice, selon qu'on ait choisi l'antagoniste masculin ou féminin. Mais j'aime bien voir l'évolution de notre rival. Si j'ai jamais vraiment galéré face aux rivaux, j'aimais bien voir le changement d'équipe qu'a apporté Nabil, comment l'histoire avait une influence sur Nabil et comment du coup Nabil avait une influence sur notre façon de jouer. Je trouvais ça intéressant. Et en fait l'histoire et les rivaux sont à chaque fois intrinsèquement liés. C'est vrai que nous, le personnage qu'on joue n'est pas très bavard. C'est donc il ne dégage donc pas beaucoup de personnalité. C'est donc que la personnalité de notre rival qui va nous accompagner et qui va être un ami et une aide souvent face à la Team Galaxy ou à la Team Yell, ou bref, aux méchants qu'on va affronter. C'est donc leur personnalité qui va rentrer en compte dans l'histoire du jeu. C'est pour ça que je trouve que les rivaux sont vraiment très importants et très intéressants. Et beaucoup de personnes ont critiqué Nabil. Moi je l'aime beaucoup Nabil. Et je trouvais que son changement d'équipe et comment il composait son équipe était plutôt intéressant. Et au final, il était loin d'être faible. D'ailleurs, je l'ai toujours trouvé beaucoup plus difficile à battre que Trévis. Et beaucoup plus supportable que Trévis. Je n'aime pas beaucoup Trévis. René avait un côté je fonce dans le tas qui était un peu insupportable. J'aimais bien l'antagoniste de Earthgold et Soul Silver. Je le trouvais marrant, c'est vrai qu'il faisait un peu son Sasuke, je suis méchant et ténébreux, mais je le trouvais marrant et je le trouvais assez difficile à battre. Bon, pas autant que Red, j'ai jamais réussi à battre Red. J'ai jamais eu l'envie d'XP à fond pour atteindre le niveau de ces Pokémon, je n'ai jamais battu Red. Un jour, je m'y mettrai, un jour. Et en attendant que j'affronte le Red, oui, les post-game en général, je les fais pas souvent. Il n'y a que épée et bouclier où j'ai fait tout le post-game, mais où j'ai fini le jeu à 100% au point d'avoir tout le Pokédex. Les autres jeux, j'ai rarement terminé à 100% les post-game et encore moins le Pokédex. J'ai jamais complété les Pokédex sur les autres jeux parce que ça ne m'amusait pas tant que ça. Au final, je m'amuse beaucoup plus sur les jeux Pokémon depuis que le multi-exp donne de l'XP à tous nos Pokémon. Parce que XP dans les jeux Pokémon, c'était le truc que j'ai détesté le plus. Ça ne rajoute pas de la difficulté, ça rajoute juste des moments où on XP pendant des heures, des moments ultra chiants. Tout ça pour rien. Au final, ça rajoute de la difficulté parce qu'on a la flemme d'XP et qu'on va affronter des trucs sous-niveau. Mais c'est pas de la vraie difficulté pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les nouvelles générations avec le multi-XP. C'est vrai que ce serait bien qu'on puisse le désactiver pour les gens qui aiment bien XP pendant des heures. Ça existe. Donc c'est vrai que ce serait bien de pouvoir le désactiver, mais voilà. Moi je joue toujours en combat défini, par exemple. Parce que j'aime bien le fait que je puisse pas changer de Pokémon en sachant quel nouveau Pokémon l'ennemi va envoyer. Je trouve pas ça réaliste et là je trouve que ça rajoute une vraie difficulté sans que ce soit chiant il faut XP. Là je sais pas quel Pokémon il va m'envoyer le nouveau et je vais devoir switch et perdre un tour si mon Pokémon n'est pas bon par exemple. Et donc je dois prendre en compte les switches à chaque fois pour éviter de blesser le nouveau Pokémon que j'envoie sur le combat et j'adore. Bref, je joue tout le temps en défini, j'adore ça. Et je déteste la difficulté de devoir XP pendant des heures parce qu'il n'y a pas le multi-exp. Et par contre, j'adore la difficulté du combat défini. C'est comme ça, chacun ses trucs. Par exemple, j'aime beaucoup faire des Nuzlocke aussi. Quand je vais terminer un jeu, je vais y rejouer en Nuzlocke. Je vais faire des monotypes aussi, mais pas des Nuzlocke monotypes. Ça, ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. Non, parce que mes Nuzlocke, c'est une hécatombe, je suis pas très douée. Bref, je m'éclate sur Pokémon en dehors du jeu, de juste je finis le jeu, je l'ai fini une fois et j'arrête d'y jouer pendant des années. Non, Pokémon en général, j'adore et j'y joue plusieurs fois. Comme je l'ai dit, j'ai saigné épée et bouclier. Le seul jeu Pokémon que j'ai pas joué plusieurs fois, c'est Pokémon Légende Arceus. Oui, parlons-en de Légende Arceus d'ailleurs. C'est un tout nouveau jeu Pokémon avec
une mécanique complètement différente. On n'est pas sur du j'affronte des maîtres d'arène pour devenir meilleur. Là, le but de Légende Arceus, c'est capturer le plus de Pokémon. Dans le but de rencontrer Arceus et de rentrer chez nous. Et j'ai adoré, c'était complètement différent, j'ai adoré différemment de Épée et Bouclier par exemple, mais j'ai quand même vraiment adoré, qu'est-ce que c'était amusant d'explorer en totale liberté le monde 18. Je me suis éclatée à découvrir les formes 18, je me suis éclatée à faire évoluer, à chercher comment évoluer les Pokémon, à compléter le jeu à 100%. Oui, pour le coup je l'ai fait le 100% du jeu. Quoique non, j'ai terminé le jeu et spoiler, j'ai capturé Arceus, qui ne m'a pas ramené chez moi, cet enculé. Mais par contre, j'ai capturé donc tous les Pokémon, c'est obligé, mais j'ai pas terminé la fiche de tous les Pokémon. Un jour je m'y mettrai, un jour je le ferai. Et c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus passionnant. Le plus dur a été de trouver toutes les flammes. J'ai fait un tuto sur internet pour trouver toutes les flammes. Non, je les ai pas cherchées moi-même, ça aurait été beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. J'aimerais vous parler un peu de Pokémon Donjon Mystère. C'est une série de jeux un peu à part de la série principale où on est un Pokémon. Juste l'idée est géniale et m'a beaucoup plu quand j'étais enfant. C'est pour ça que je me suis lancée sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur de l'Ombre et j'ai saigné ce jeu. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré incarner un Pokémon, j'ai beaucoup aimé le gameplay, j'ai adoré le fait que le jeu soit long à terminer au niveau de l'histoire. Il y a une première partie, il y a une deuxième partie, puis il y a la partie sur la guilde, puis il y a de l'annexe qui ont quand même des cinématiques, du coup c'est génial. Et bref, j'ai vraiment adoré ce jeu. Il est normal que j'ai acheté les suivants qui n'ont jamais été aussi bien. En fait, l'essor des donjons mystères, c'est donjons mystères explorateurs de l'ombre, du temps. Et les autres donjons mystères ne sont pas si bien que ça. Le dernier en date, sans compter le remake, les remakes ne comptent pas, est sur 3DS et il est pas trop mal, même si au début l'histoire prend énormément son temps et un peu enfantine je trouve. Enfin je veux dire plus enfantine qu'une histoire Pokémon de base quoi. Et surtout, c'est beaucoup plus court. Pour Donjon Mystère Explorateur de l'Ombre, 48. Il faut compter une bonne 48, une quarantaine d'heures à 50 heures pour terminer le jeu complètement. Sur celui sur DS, sur 3DS, comptez plutôt 25 heures max. C'est pas ouf. J'aime bien les jeux longs. Surtout quand je les ai payés. Bonjour, vous. Oui, j'ai piqué cette introduction à quelqu'un. Pokémon, une franchise tellement grande qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et comme Ash a décidé que 2 heures n'est pas suffisant, il a invité des gens. Je viens donc rajouter mon grain de sel. Je suis JMDO, j'ai 26 ans, je suis né en même temps que la franchise, et mon premier jeu n'était absolument pas un Pokémon. C'était Ape Escape sur PS1. Un jeu où on doit récupérer des singes intelligents échappés d'un laboratoire. 2 ans plus tard, je capturais toujours des animaux. J'ai commencé Pokémon lorsque Diamant et Perle est sorti. Je ne savais pas qu'on pouvait sauvegarder dans les arènes, j'ai laissé ma DS sous le canapé tout un mercredi après-midi, je suis rentré chez moi et je me suis fait exploser par la ballon de Chimera. C'est un jeu avec une histoire prenante. Cyrus déconne zéro avec son projet de faire un nouvel univers. Les Pokémon ont suivi le grand schéma de petits mignons, moyens disgracieux, gros pas beaux, mais Pingoléon reste cher à mon cœur. Et Cynthia a donné des cauchemars à la génération de galants. Et son contenu post-game très complet pour finir, évidemment que j'allais acheter le suivant. C'était Pokémon Platine. 2-3 changements mineurs, 40 balles. Ça marchait déjà à cette époque. Du coup, je me suis tourné vers Pokémon Emerald. Je l'avais trouvé en brocante sur ma Game Boy. 128 heures de jeu. Je l'ai rentabilisé. Tout est iconique dans Emerald. Le design, les CS, l'histoire, votre rival de sexe opposé, la famille qui va vous exploser level 20, garde Timmy, sympathique petit dresseur qui, dans le remake, que je ne voulais absolument pas acheter, 176 heures, j'ai pas réussi, et musique absolument fantastique lors du combat de la route victoire. Puis sorti Pokémon Noir. Histoire prenante, check. Pokémon, check. Rokorev Tongus Bando. Difficulté bien dosée, check. Je savais que le prochain jeu serait comme Platine et j'allais économiser 50 balles. Et voilà, petit pas qui sortent Noir 2 et Blanc 2. Et pas Blanc 2 et Jaune 2, rien que pour la blague. Encore aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur jeu. Tout est génial dedans. Nouveaux rivaux, personnages qui évoluent, nouvelles zones, nouvelle histoire. Gettys veut me buter. Bon, ça c'est moins génial.
C'est aussi la génération dans laquelle j'ai complété le Pokédex. En entier. Tout seul. Avec les échanges miracles GTS que les breeders Shiny 6V donnaient gratuitement aux passants. Honnêtement, qu'est-ce qui pouvait mal se passer dans la suite? Pokémon X. J'avais préféré oublier. Oui, son Rhyptofraise, ses bugs. Bon, très bien, Scarlet et Violette ont relevé le niveau, mais on était quand même sur on pouvait passer dans un certain quartier d'Elvis, on n'avait plus de sauvegarde. Le style des graphiques très changeants ont fait que soit on l'aimait, soit on le détestait. Pour ma part, il a fait pencher la balance du mauvais côté. Pokémon Lune n'a pas arrangé les choses. Sa difficulté inexistante, sauf Necrozma pour une raison qui m'échappe. Son scénar, j'aimais bien l'antagonisme, ça ne suffit pas à faire un bon jeu. La sortie de la suite a confirmé la décision, et j'ai refermé la page de la franchise. Donc de mon côté, j'ai découvert les jeux Pokémon avec Pokémon Rouge Feu sur la Game Boy de mon cousin. Depuis grand fan, hein, je collectionnais les DVD comme les cartes, comme les mangas aujourd'hui, comme les jeux d'ailleurs. Suite à ça, du coup, j'ai eu mes premiers jeux. Mes parents m'avaient acheté une DS en occasion avec Diamant et Platine. Et d'ailleurs, c'était des jeux qui avaient été cheatés avec sûrement une action replay. Du coup, j'avais beaucoup de Pokémon cheatés dessus, donc tous les légendaires, etc. C'était assez drôle. Je sais que je les ai gardés pendant un moment. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que j'ai commencé par ces jeux-là, et c'est sans doute ceux que j'aime le moins de la série. Enfin, en tout cas, de la série des jeux DS. Mon préféré étant Earth Gold Soul Silver, que j'ai eu peu de temps après. Alors pourquoi c'est mon jeu préféré? Bah en fait, c'est assez simple. C'est parce qu'il y a 2 régions à explorer dedans. Et je trouvais ça trop cool d'avoir 2 régions à explorer. Normalement, dans les jeux Pokémon, une fois que t'as fini le jeu, t'as le post-game où tu peux aller chasser les légendaires, tout ça. J'adore, hein, j'adore cette partie-là. Mais j'avoue que le fait de pouvoir explorer une nouvelle région, de réavoir à faire les badges avec un niveau plus élevé, etc. Et de jouer du coup avec les Pokémon d'une autre région, je trouvais ça vraiment incroyable. Si je devais parler des autres jeux DS, enfin des autres jeux en général même, il y en a eu beaucoup, hein, évidemment. On est passé de rouge, bleu, jaune sur Game Boy, on a fait Or, Argent, Cristal que j'ai adoré, Ruby, Saphir, Émeraude que j'aime pas pour les jeux originaux. J'aime beaucoup les remakes sur 3DS, Ruby, Omega, Saphir, Alpha. Déjà parce qu'il y a beaucoup de légendaires à attraper et c'est l'une de mes activités préférées dans Pokémon. Et globalement, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Le concept de méga évolution qui est apparu dans XY, je l'adore. Je suis très déçu qu'il ne l'ait pas conservé par la suite. Parce que ça t'offrait un nouveau design, entre guillemets, des évolutions, contrairement à la forme Gigamax, par exemple, sur épée et bouclier, qui est juste globalement une forme géante. Donc, très déçu que cette mécanique n'ait pas suivi dans le temps, malheureusement. Donc, après Diamant, Perle, Platine, comme j'ai dit, j'aime pas du tout les remakes, je les ai pas faits. J'aime pas, sûrement à cause des gens qui l'aiment beaucoup trop et qui en parlent beaucoup trop. Il y a un surplus de hype autour de Diamant, Perle, Platine. Il y a des choses que j'aime bien dans ces jeux-là, j'adore les OST, il y a quelques Pokémon que j'aime beaucoup. Mais les gens l'aiment tellement et font tellement déborder leur amour de ce jeu que j'en suis arrivé à le détester. Comme j'ai dit, Heart Gold Soul Silver, Noir et Blanc que j'ai adoré, Noir de Blanc 2 que j'ai pas fait, et après il y a eu une grosse période de blanc pour ma part sur Pokémon où j'avais revendu ma DS, j'avais revendu tous mes jeux. J'ai repris suite à des amis qui m'en avaient reparlé, qui m'avaient fait replonger dedans. XY que j'ai pas beaucoup aimé, j'avoue que c'est le jeu avec lequel j'ai repris. Donc il y a eu une petite transition avec la 3DS et surtout avec 4 ans d'écart qui j'avoue a pas fait le pas. Malgré les méga évolutions que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup derrière, Ruby Omega Saphir Alpha j'ai beaucoup aimé. Soleil et Lune et je vais comprendre Ultra Soleil Ultra Lune que j'aime bien. Même si Ultra Soleil Ultra Lune est globalement juste Soleil et Lune en fini selon moi. Soleil et Lune n'auraient pas dû sortir, ils auraient juste sorti Ultra Soleil Ultra Lune, c'est très bien. Mais bon, toujours plus d'argent pour eux. Hein. Et après on passe aux jeux Switch je crois. Et les jeux Switch c'est quelque chose aussi. Hein. La plupart des jeux Switch je les ai pas aimés tant que ça. J'ai eu beaucoup de mal avec épée et bouclier. Pour prendre les jeux de la série principale, Violette et Écarlate, pour le moment j'ai eu du mal à les finir. Je trouve que le concept de avoir entre guillemets un open world et tu commences par ce que tu veux, il est vraiment mal exploité pour le coup.
car dans tous les cas, tu es obligé de faire les arènes pour progresser dans le jeu. On te vend un monde ouvert, mais au final, si tu fais pas les arènes, tu peux pas juste progresser dans le jeu. Donc j'ai trouvé que cette promesse était un peu fausse, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Par contre, les jeux, on va dire, qui sortent un peu de la série principale, notamment Let's Go, j'ai bien aimé. Alors, j'irais pas jusqu'à dire que j'ai adoré, mais j'ai bien aimé. C'est un jeu plutôt tranquille, surtout pour la chasse. Moi, j'ai fait beaucoup de chasse, donc la chasse au shiny, Pokémon chromatiques qui sont d'une couleur différente, une chance sur 8000 et quelques, sur 4000 et quelques selon les jeux, et ça baisse encore selon certains items que tu as en fin de jeu, etc. Enfin bref, je passe les détails. Mais globalement, la chasse aux chromatiques, une activité que j'aime bien aussi. Et dans Let's Go, elle est très chill, très tranquille. Tu peux faire ça en regardant quelque chose à côté, donc voilà, j'ai bien aimé ce jeu. Et surtout, un des jeux que j'aime beaucoup, qui est facilement dans mon top 5, c'est Legend Arceus, où je me suis éclaté sur le jeu. J'y ai beaucoup joué. Et alors, l'ambiance est sympa, même si bon, on est dans le passé, mais pas trop parce qu'on a des smartphones. C'est juste le système du jeu, j'aime beaucoup. J'ai eu plus l'impression d'être dans un open world dans Legend Arceus que dans Écarlate et Violette, à titre de comparaison. Et puis tu te focusais que sur la capture, t'étais pas en train de te dire bon allez, un jeu où je farm full arène et tout ça. C'est sympa hein, mais j'aime bien les jeux qui changent un petit peu. Et d'ailleurs ça me fait penser, en parlant des arènes, s'il y a bien un point positif que je ne peux pas reprocher à Épée Bouclier, c'est son ambiance des arènes, avec l'OST magique. Et ça pour le coup c'est un bon point de Épée Bouclier, comme quoi on peut tirer du bon de même ce qu'on n'aime pas. C'est l'ambiance du jeu où au début on commence notre périple pour vaincre toutes les arènes en tant que quelqu'un qui n'est pas connu et tout. Tu vois les gens à l'entrée des arènes qui disent bah c'est qui lui et tout ça. Et pourtant l'ambiance des matchs est trop bien, ça fait vraiment compétition sportive. C'est vraiment très cool comme rendu. Et surtout juste les petites phrases de dialogue quand tu rentres dans les arènes et que tu vas sur le stade. Où au fur et à mesure des arènes on te reconnaît, on te supporte, etc. J'ai adoré, j'avoue c'est très cool et je suis très déçu qu'on l'ait pas revu dans Violette Écarlate. Pour les jeux, une grosse déception qui reste, c'est le passage sur la Switch, hein, globalement. Comme j'ai dit, les jeux Switch, je les ai pas beaucoup appréciés. Il y a eu des tentatives de faire des choses qui sont bien, mais globalement, ils sont pas allés jusqu'au bout des choses. J'ai l'impression qu'ils veulent pas trop se mouiller, parce qu'ils savent que leur recette fonctionne, parce qu'ils savent qu'ils vont vendre leur jeu. Donc pourquoi ils iraient faire plus? Je parle pas de la qualité des graphismes que je trouve immonde. En tant que personne qui travaille dans le milieu du jeu vidéo, je trouve que leur recette de vente, c'est un peu abusé de ne rien changer et pourtant de faire autant de ventes, mais passons. Donc les graphismes, il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose parce qu'on a des jeux Switch qui sortent, qui sont plus beaux et qui lag pas. Donc l'excuse du oui mais ça pourrait laguer, je la trouve vraiment pas recevable parce qu'en faisant des efforts et en mettant du travail, et pour une entreprise aussi grosse c'est possible, voilà, il y a moyen d'avoir des meilleurs graphes. J'attends toujours un jeu où on aura plusieurs régions à explorer comme Earth Gold Soul Silver évidemment, et quelque chose d'un peu plus open world évidemment. En tout cas plus que que Écarlate et Violette pour le coup. Maintenant, parlons un peu de l'animé. On va pas se le mentir, j'étais super fan de l'anime quand j'étais enfant et j'avais en DVD, non pas en cassette, quand même on était devenu à l'heure du DVD, je suis pas si âgé que ça, je suis pas si vieux. Non, du coup j'avais en DVD les premières saisons de Pokémon. Donc notre petit Sacha qui commence son aventure, qui récupère son Pikachu de façon chaotique, qui se fait attaquer par les pièges avec sa rencontre avec Pierre et Ondine. Et j'ai regardé jusqu'à ce qu'il atteigne la ligue Pokémon et perde parce que son Dracofeu qui ne l'écoutait plus s'est endormi. C'est terrible, c'est terrible. Et après ça, j'ai arrêté de suivre l'anime. Je me souviens d'avoir regardé quelques épisodes de l'anime avec Flora. Et je me souviens que je détestais Flora. Et à cause de ça, je déteste Poussifeu et je ne sais même plus pourquoi. Je ne sais même plus pourquoi. J'ai une haine envers Poussifeu et je n'ai aucune idée de pourquoi. J'ai une haine envers... J'ai plus de haine envers Flora du coup. Mais j'ai toujours une haine envers Poussifeu. C'est vraiment très étrange la vie.
Bref, donc j'ai certainement regardé 2-3 épisodes, je me souviens vite fait de Max, mais ça me dit plus rien. Par contre, je me souviens avoir regardé Diamant et Perle, mais pareil, je me souviens plus de grand chose, j'étais trop jeune. Je me souviens du Wistikram, c'est certainement à cause de ça, plus le fait que c'est le starter que j'ai choisi quand j'y ai joué au jeu, que j'adore et je suis fan de Simia Braz. C'est certainement à cause de ça que j'adore Laporeille. Et je sais pas pourquoi j'aime autant Locpin alors que le Laporeille d'horreur n'a jamais évolué. Quoi qu'il en soit, je regarde la saison actuelle, Le Voyage d'un maître. Et c'est pas passionnant, c'est un public pour enfants. Mais j'aime bien quand même, c'est distrayant on va dire. Puis si j'ai recommencé l'anime Pokémon, c'est parce que à cause de mon obsession pour les Tortues Ninja, j'ai eu une obsession envers Aurélien Rigel-M, qui est le doubleur de Donatello, mais également le doubleur de Sacha de Pokémon et de Kai de Ninjago. C'est pour ça que j'ai commencé Ninjago et que j'ai adoré et que j'ai eu une obsession pour Ninjago. Tu crois À toi de jouer, Simia Braz. C'est le moment de montrer à Paul à quel point tu es fort. Bref, mon obsession pour Aurélien Rigel-M m'a donné envie d'à nouveau regarder l'anime de Pokémon. Parce que j'avais en même temps une obsession envers les jeux Pokémon, parce que j'arrêtais pas de refaire épée et bouclier. Et j'ai donc décidé de suivre les dernières saisons qui sortaient actuellement. Et j'ai été bluffée par la qualité d'animation. Ah oui, bah moi du coup dans mes souvenirs c'est l'animation des premières saisons et ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus joli maintenant, surtout les combats Pokémon, ils sont limite impressionnants, vraiment. Je crois que quand j'aurais été enfant, j'aurais vraiment été ultra fan. J'aurais été inarrêtable. Et c'est toujours intéressant de voir les Pokémon évoluer différemment. Au final, l'anime et les jeux sont vraiment très différents en termes de règles. En termes de règles pour les attaques des Pokémon notamment. Il me semble qu'il y a des Pokémon dans l'anime qui apprennent des attaques qu'ils ne peuvent pas apprendre dans les jeux. Les attaques sont différentes. Souvent dans l'anime c'est toujours les mêmes attaques parce qu'il y a plein d'attaques des jeux. Je pense qu'ils ne savent pas comment l'adapter en anime. Certaines attaques de statut deviennent des attaques qui font effectivement des dégâts. Il y a des Pokémon pleinement évolués qui connaissent encore charge. Ouais, l'anime de Pokémon est mystérieux sur bien des points. Mais l'anime Pokémon permet d'étendre l'univers de Pokémon. Certes, il y a les jeux qui ont ses propres règles et l'anime qui a des règles encore un peu différentes des jeux. Mais il y a des règles en commun qui permettent d'étendre l'univers de Pokémon et de mieux le comprendre. Au final, Pokémon devient son propre univers. Un univers cross-média, un univers riche, un univers varié, un univers coloré, un univers super grand, un univers dans lequel j'aurais voulu être. Bon, il est pas si mal celui-là, mais bon, il n'y a pas de Pokémon quoi. L'anime de Pokémon fait donc rêver dans un sens. Et c'est toujours très intéressant de voir l'évolution de Sacha. Moi je l'aime bien Sacha. Il y a plein de gens qui disent oui il est nul etc. Mais il n'est pas si nul que ça. Hein. Et il apprend. Comparé aux premières saisons, dans la saison actuelle, comparé aux premières saisons, il en connaît un rayon sur les Pokémon. Notre petit Sacha a bien évolué quand même. Je crois qu'il s'est écoulé 2 ans. Il me semble qu'il a 12 ans actuellement dans l'anime, ou 11 ans. En tout cas, il a plus 10 ans. Mais il me semble qu'il a 11 ou 12 ans. Et il a grandi. Pas avec nous. Clairement pas avec nous. J'adorais Pokémon quand j'avais 10 ans. J'en ai 24 maintenant. Mais clairement, lui, il a pris quoi 1 ou 2 ans. Donc il a clairement pas grandi avec nous. L'anime de Pokémon, comme je le dis, un adulte comme moi, c'est un peu nul, hein. Mais ça reste intéressant. Et je crois que j'ai quand même beaucoup plus, pour avoir à nouveau regardé certains épisodes de la première saison, j'ai quand même beaucoup plus de facilité à regarder les épisodes actuels que les épisodes de la première saison, qui traînent vraiment en longueur. Là, il se passe quand même beaucoup plus de choses, ça reste beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup mieux construit aussi. Et il y a moins d'aberrations par rapport à l'univers des jeux vidéo, j'ai l'impression. En tout cas, j'y vois moins d'incohérence.
Par contre, il y a des incohérences par rapport aux premières saisons, mais pour un anime qui est aussi long, ça m'étonne pas. Mais au final, j'ai pas grand chose à dire sur l'anime de Pokémon. J'ai quand même beaucoup plus de choses à dire sur les films. Parce que pour le coup, les films, je les ai tous vus. Et il y a des films que j'adore. Et pareil, j'avais arrêté les films. Je me souvenais que j'en avais regardé dans mon enfance. Et récemment, je m'y suis remis à re-regarder certains films. Et j'aimerais parler de la différence dans les films et dans la série par rapport à la Team Rocket. La Team Rocket, au début de la série, elle était vraiment très intéressante. James était mon personnage préféré, il avait vraiment une histoire profonde. Et là, récemment, dans la série, il sert à rien. La Team Rocket ne sert à rien. Mais arrêtez-les, arrêtez ces personnages. Et à chaque apparition de la Team Rocket, on a l'impression que c'est forcé, qu'ils doivent mettre la Team Rocket dans l'épisode. Parce que sinon, c'est pas un épisode de Pokémon. Ils les mettent de moins en moins, ils les incluent de moins en moins dans les épisodes. Et tant mieux, parce qu'en fait, c'est vite redondant et inutile. La Team Rocket ne sert plus à rien. Jessie, James et Meowth sont au fond du trou et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas su renouveler les personnages qui sont pourtant très intéressants. Comme je l'ai dit, James était mon personnage préféré dans la série à la base. Et j'ai toujours une certaine affection pour lui. Pareil, j'aime toujours Meowth. Meowth est hilarant au final. Mais la Team Rocket aujourd'hui, c'est plus trop ça dans l'anime parce que dans les films, si en certains films, l'apparition de la Team Rocket est un peu forcée, au final, ils sont quand même mieux inclus que dans la série. Et je me souviens d'un film, je mettrai l'affiche parce que je me souviens plus du nom. C'était avec Vulcanion. Le film avec Vulcanion, chaque film est basé sur un légendaire. Donc le film avec Vulcanion, il y a un moment où il y a un des Pokémon qui souffre à fond et il y a Meowth qui traduit ce qu'elle dit en pleurant et j'ai trouvé cette scène ultra touchante. Je suis touchée, j'ai limite les larmes aux yeux en regardant un film Pokémon. Et le fait qu'ils traduisent la souffrance et qu'ils ressentent la souffrance, qu'ils soient empathiques envers elle alors que c'est censé être un méchant. Bon, la Team Rocket sont loin d'être vraiment très méchants. Hein. C'était très touchant et c'était très bien fait. Et là, oui, la Team Rocket avait, juste pour cette scène, la Team Rocket avait totalement sa place dans le film. Dans les premiers films, la Team Rocket avait plus leur place. Ils ont de moins en moins leur place dans les films actuels, comme ils ont de moins en moins leur place dans la série. Mais c'est pire dans la série actuellement. Mais voilà, je voulais parler de la Team Rocket parce que ils font partie un peu intégrante de l'histoire de Pokémon au même titre que Sacha, au même titre que Pierre, même si pareil Pierre on le voit plus. Adieu Pierre. Tu en as fait du voyage, mais adieu. Ce n'est pas pour autant que j'ai arrêté de consommer du Pokémon. Entre-temps, il y avait des spin-offs, notamment les Donjons Mystères, leurs scénars affreux. Au secours, mais laissez vivre leur petit vie tranquille au Pokémon, quoi. Mais surtout, il y avait l'anime. Je n'ai pas suivi régulièrement, notamment parce que le rythme de diffusion est aléatoire, mais quelques épisodes de ci, de là. Pikachu Tistonnet envoie la Team Rocket vers d'autres cieux. Il a un certain charme, malgré son scénar épisodique. Et il y a du vrai lore. James est le meilleur perso, il n'a quasi capturé aucun Pokémon, ils sont tous venus à lui. Les saisons les plus récentes, du moins avant Lola, dégagent plus de sérieux, et Cynthia dans l'anime a une de ses prestances et de très beaux combats et animations globales. Un jour, il faudrait que je me mette à regarder la série entière. Laissez-moi mettre ça sur la liste des choses que je ferai jamais. Pokémon reste pour moi mon vénérable âge des jeux remplis de souvenirs et des animations. J'ai fait du jeu de rôle Pokémon, j'ai participé à des concours en lien. Tiplouf est le meilleur starter, je veux rien savoir. Maintenant, je suis l'actualité. Pokémon Arceus c'était un pas en avant. Scarlet également, si on nommait les graphismes dignes de la GameCube. Et sans l'avidité des donneurs d'ordre et la nostalgie maladive qui pousse à toujours acheter le dernier, la franchise s'en sortirait grandie à mon sens. Par ses musiques, c'est très difficile d'en trouver une mauvaise. Par son impact, par sa communauté, Pokémon n'est pas quelque chose que je pourrais ignorer un jour. Un truc que j'aime beaucoup aussi avec Pokémon, c'est leurs mangas. Et les mangas, je les ai découverts après ma grosse pause Pokémon, justement. C'est ce qui m'a fait replonger dans Pokémon. Et c'est ce qui m'a refait adorer Pokémon. Les mangas, globalement, suivent l'histoire des jeux qu'on a. Donc on a des mangas pour rouge, bleu, vert pour la version japonaise. On a un manga pour la version jaune, pour la version or, argent, cristal, rubis, saphir, rouge, feu, vert, feuille, émeraude, diamant, perle, platine, earth, gold, soul, silver, noir et blanc, noir 2, blanc 2.
XY, soleil et lune, épée et bouclier, etc. Je vous passe tous les jeux. Mais globalement, il y a un manga pour chaque. Et globalement, ce que fait le manga, c'est une vision un peu plus précise et un peu moins enfantine du monde de Pokémon. Alors ça reste pour les jeunes, pour les enfants et tout, c'est lisible par tous. Mais on traite des sujets un peu plus sérieux, on va traiter des sujets comme il y a des personnages et des Pokémon qui vont mourir, il va y avoir des personnages persécutés, des personnages qui ont été torturés, des personnages qui ont vécu des choses assez graves finalement. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que on sort un petit peu de l'ambiance Nintendo très faite pour enfants des jeux en gardant le même univers, en restant pour les jeunes, mais on nous montre qu'on peut parler de sujets graves sans pour autant faire un truc pour adultes en fait. Et j'adore ce côté-là. Faut savoir que aussi que l'univers des mangas c'est l'univers qui se rapproche le plus de ce qu'avait en tête Satoshi Tajiri, voilà. Et je comprends en fait un petit peu. Et je pense que s'il avait pu, les jeux auraient plus ressemblé au manga pour le coup. Pour raconter rapidement l'histoire, du coup, dans l'arc de base, le premier arc qui est l'arc rouge et bleu, ou rouge le vert en japonais, on va suivre les aventures de rouge et bleu, red et blue. On prononce red et blue généralement parce qu'on prononce les noms anglais, mais ils sont obligés de traduire en rouge et bleu en France. Ils vont devoir suivre leur aventure, donc comment ils vont devenir champions à Kanto, comment ils vont réussir à défaire la Team Rocket, etc. Ils vont aider à capturer Mewtwo, etc. Et ils vont aider une jeune fille dans la forêt. Et à la fin, on a leur duel à la Ligue et Rouge devient donc le champion de la Ligue à Kanto. Ensuite, on va suivre les aventures de Jaune, la jeune fille qui a été aidée par Rouge dans la forêt dans son arc. Ça se passe 2 ans après et en fait, ça va suivre la disparition de Rouge et comment Jaune va agir pour le retrouver parce qu'elle va être en compagnie de son Pikachu à Rouge. Et en fait, elle a un certain pouvoir et qui vient des pouvoirs des habitants de la forêt. C'est qu'elle peut soigner les Pokémon et un petit peu comprendre ce qu'ils pensent. Après ça, on a l'arc donc Or, Argent, Cristal. On va suivre Or, qui va donc avoir son aventure, lui pour le coup du coup à Johto, qui va essayer de retrouver ses Pokémon parce qu'il vit à la pension Pokémon. Il va essayer de les retrouver et il va essayer de retrouver un Pokémon qui a été volé, donc comme dans le jeu par Silver, Argent, son rival. Donc on va suivre l'aventure de Or et Argent, qui globalement, Argent a ses propres motivations, Or a les siennes, ils vont finir par s'allier, être rivaux, etc. J'en dis pas trop pour éviter de spoil si certains veulent aller lire. On va avoir Crystal qui va les rejoindre en tant qu'aide du professeur Shen pour compléter le Pokédex. Et on va avoir donc toute leur aventure et un tournoi entre les champions de Kanto et Johto. Et c'est pour ça justement qu'on a la transition dans les jeux avec la région de Kanto dans les aventures. C'est comme ça qu'elle est représentée dans le manga. Et on a ensuite Or à la fin de l'histoire qui part s'entraîner avec Rouge. Après ça, on attaque l'arc Ruby Saphir. On va suivre, comme vous pouvez le deviner, Ruby et Saphir. Ruby qui vient d'emménager à Hoenn et qui s'enfuit pour participer à des concours contre les envies de son père qui lui est champion d'arène, donc il voudrait qu'il soit combattant. Et Saphir, une fille qui est un peu sauvage, qui elle pour le coup veut faire les arènes. Et ils vont se donner le défi de réussir tous les concours de Hoenn et toutes les arènes en l'espace de 80 jours. Ils vont aussi devoir défaire évidemment la Team Magma et la Team Aqua. D'ailleurs dans Argent Cristal ils doivent aussi défaire la Team Rocket qui est de retour, comme dans les jeux. Et globalement on va voir comment ils vont réussir à joindre leurs forces pour vaincre la Team Aqua et la Team Magma tout en complétant leur propre but personnel. On attaque ensuite avec Rouge Feu Vert Feuille. Donc on revient sur nos personnages rouge et bleu, qui pour rappel on avait déjà suivi dans l'arc rouge et bleu, dans l'arc jaune et qu'on avait vu dans l'arc argent cristal. Où ici on va voir donc l'apparition de Deoxys et globalement le retour de la Team Rocket, encore une fois décidément. On a Verte, Leaf qui apparaît dans Rouge et Bleu, qui est le protagoniste féminin de Rouge Feu Vert Feuille, qui est présente depuis le début de l'histoire, qui essaye de retrouver ses parents et qui va en fait se faire attaquer par Deoxys. Rouge et Bleu vont aller l'aider avec l'aide de Mewtwo et en fait ils vont se faire transformer en pierre.
vont se faire transformer en pierre rouge, bleue, Leaf, verte, jaune et Silver, qui était de retour avec eux parce qu'il cherchait son père, qui se trouve être Giovanni, le boss de la Team Rocket. Dans l'arc Emerald qui suit juste après, on suit les aventures d'Emerald, qui n'est pas dans les jeux à ma connaissance, je crois, peut-être dans la version Emerald en tant que rival. Qui est tout petit, voilà, c'est important pour l'histoire, et qui, avec l'aide de Crystal, doit attraper un Pokémon fabuleux, Jirachi. Et en fait, ils vont devoir aussi joindre leurs forces pour justement libérer les dresseurs qui ont été enfermés dans la pierre. Pour ça qu'on va donc revoir Crystal, mais on va aussi revoir Or et Argent au cours de l'histoire. Pas du tout Or et Argent, juste Or. Je sais pas pourquoi je dis Or et Argent. On va aussi revoir Or qui va venir l'aider, et Ruby et Saphir. Globalement, jusque là je trouve ça très bien, parce que jusqu'à l'arc Emerald, tous les arcs que j'ai cités précédemment sont liés, et on y retrouve les personnages entre eux. On voit qu'ils ont vieilli, donc l'histoire a bien avancé évidemment, mais ils ont des liens entre eux, on les voit entre eux, et c'est quelque chose que j'adore, parce que ça fait un peu comme Heart Gold Soul Silver dans les jeux. Les régions sont liées, les protagonistes sont liés, etc. Ensuite, on va attaquer un arc qui est aussi lié, mais d'un peu plus loin. C'est l'arc Diamant, Perle, Platine, où on suit les aventures de Diamant et Perle qui sont des comiques, et qui vont devenir les gardes du corps de Platine, une fille très riche, qui va donc devoir réussir toutes les arènes. Et en fait, c'est pour un voyage pour aller au Mont Couronné. Ils se retrouvent par erreur être les gardes du corps, parce que ça leur apporterait beaucoup d'argent, et ça les aiderait pour devenir humoristes. Évidemment, ils vont quand même compléter les arènes entre temps, parce que bon, on est quand même dans Pokémon, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et on apprend que globalement, on est toujours lié aux arcs précédents, parce qu'on apprend que Or est venu pour faire éclore un Pokémon fabuleux, donc Fion. Et le dernier arc qui est lié à ça, c'est l'arc Heart Gold Soul Silver, parce que oui, le remake est aussi adapté en manga. On revient sur Or, Argent et Cristal. Et globalement, on va voir qu'ils vont rencontrer Arceus qui sème le chaos à Johto. Et on va voir comment justement ils vont régler ce problème. Et pour ceux qui l'ont compris, c'est suite à l'événement spécial qu'il y a eu sur Radio Silver. Avec les ruines Sinjo, on pouvait aller attraper Arceus lors d'un événement avec un code. Et attraper l'un des 3 légendaires de Diamant Palpatine, à savoir Dialga, Palkia ou Giratina qu'on aurait en 9. Après ça, on a d'autres mangas qui sont sortis, comme je disais plus tôt, mais qui ne sont pas du tout liés à l'histoire principale, entre guillemets. On va avoir l'histoire de Noir et Blanc, où globalement on va avoir le voyage de Noir et Blanc. Noir qui veut devenir champion de la ligue, et Blanc qui travaille pour une boîte de pub. On va pas du tout avoir de mention des anciens personnages, des anciennes histoires, etc. On a globalement leur histoire à eux, que je me retiens de vous raconter. Noir 2 et Blanc 2 qui pour le coup fait suite à Noir et Blanc évidemment. Après ça, on a X et Y, qui pour le coup est un peu lié aux arcs précédents, à savoir tous les arcs de rouge et bleu jusqu'à Heart Gold Soul Silver, puisqu'on va y voir bleu arriver. On va suivre les histoires de X, Y, Shona, Tierno et Trevor, et qui va nous montrer un petit peu la méga évolution. On a Ruby Omega et Saphir Alpha qui n'est pas encore sorti en France, donc je peux pas vous le raconter, mais sachez qu'il existe. Voilà, c'est pour moi, je vous fais la mention. On a aussi Soleil et Lune et Ultra Soleil, Ultra Lune en manga, qui pour le coup pareil suit l'histoire de Soleil et Lune, et qui est limité à eux-mêmes, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas lié aux précédents arcs. On a l'arc aussi Épée et Bouclier, qui pareil n'est pas du tout lié aux précédents arcs. C'est beaucoup trop long comme présentation du manga, mais je pense que... Et beaucoup trop long et pas du tout clair, je pense, voilà. Désolé pour ça, j'espère que pour ceux qui ont suivi, c'est clair. Un autre point que j'aime bien dans le manga, c'est que chaque dresseur, donc chaque protagoniste, a un, entre guillemets, pouvoir à lui. Par exemple, Or, dans Or, Argent, Cristal, il va découvrir un carnet du professeur Shen, qui marque que tous les dresseurs à qui il a donné un Pokédex avaient quelque chose de spécial, ce pouvoir, entre guillemets, qui fait qu'ils étaient suffisamment méritants pour avoir un Pokédex, entre guillemets. Rouge, c'est le combattant. Bleu, c'est l'entraîneur. Vert et argent, suite à leur histoire, sont des pros de l'évolution par échange ou par objet.
Et en fait, Or va découvrir ça. Il va aussi découvrir que Crystal est une pro de la capture et c'est pour ça qu'elle a eu un Pokémon. Et lui, il n'y a aucune partie sur lui. Donc il est désespéré et tout ça. Et en fait, on va voir au cours de son arc que lui, c'est l'éleveur. S'il a vécu à la pension Pokémon, vous comprenez. Et du coup, il peut faire éclore les œufs plus rapidement. Et il donne ses sentiments aux Pokémon qui éclosent, donc ils deviennent plus puissants, etc. C'est une idée que j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça personnifie un peu plus les protagonistes. Et de toute manière, les protagonistes sont vraiment très attachants pour la plupart. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien le manga. Parce que on s'identifie entre guillemets aux protagonistes parce qu'on a joué au jeu avec eux. Et en même temps, ils ont leur propre personnalité qui fait qu'on peut s'attacher plus ou moins à eux. Et dire, oh bah ce jeu-là j'adorais, j'adore les protagonistes et tout, j'adore l'histoire et tout ça. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le manga sans aller dans le spoil et tout ça. Si je devais parler de mes attentes pour le manga, j'aimerais bien que on revienne un petit peu aux sources, c'est-à-dire entre l'arc rouge-bleu et l'arc Gold Sud Silver, avec justement le retour des protagonistes qu'on connaît tant et qui sont revenus dans plusieurs arcs, malgré leur absence dans les jeux totalement. Là actuellement, par exemple, on a eu de la sortie de Soleil et Lune, de Ultra Soleil, Ultra Lune, de Épée et Bouclier, et c'est sympa comme histoire à lire, pas à lire, même si c'est des livres. Mais en fait, l'histoire se cantonne à leur jeu et à leurs propres histoires. Elle n'est pas du tout liée au reste qui est déjà sorti. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est, même si ça reste très bon, c'est un peu une attente que j'ai qu'on revoie les anciens protagonistes qui ont grandi du coup, parce qu'à chaque fois dans les arcs où ils reviennent, ils ont grandi. Dire là actuellement, Rouge devrait avoir 20 ans par exemple. Et ce serait sympa d'avoir le personnage qu'on a suivi à 10-12 ans, avoir 20 ans dans un arc futur. Mais bon, voilà, ça fait partie de mes attentes. Mais si vous n'avez pas lu les mangas et que vous aimez Pokémon, allez les lire, franchement, vous ne serez pas déçus. Je me souviens, quand j'étais enfant dans la cour de récré, nous collectionnions les cartes Pokémon. Et on n'y a absolument jamais joué. Je n'ai jamais compris les règles du jeu Pokémon. Maintenant, je sais que c'est un peu comme Magic. Et Magic, j'y ai un peu joué, mais je n'ai jamais joué au jeu Pokémon. Les règles sont tellement différentes, les règles des cartes Pokémon sont tellement différentes des règles des jeux vidéo que j'arrive pas à m'y repérer du tout. Mais je me souviens que c'était la folie les cartes Pokémon. J'en ai jamais vraiment eu parce que ça coûtait cher et que ma famille n'a jamais été vraiment très riche. Mais j'en ai eu quelques-unes, on se les échangeait. Quand on avait des doublons, on se les échangeait contre quelqu'un qui avait des doublons et qui voulait bien nous échanger pour avoir le plus de Pokémon différents possible. Et le but c'était juste de flex dans la cour de récré et on m'a dit regarde moi j'ai un Dracofeu, moi j'ai un Florizard, boum. Ça ne servait à rien d'autre étant donné qu'on n'y jouait pas. Et je n'ai pas du tout grand chose à dire de plus sur les cartes Pokémon, j'ai complètement arrêté. Mais je sais que c'est encore la folie, toujours. C'était la folie dans la cour de récré quand j'étais enfant, et 10 ans plus tard, c'est encore la folie dans les cours de récré. C'est fou, plus que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Ah, je suis vieux. Les enfants, et notamment mes petites cousines, aiment encore les cartes Pokémon. Pokémon a su toucher plusieurs générations, a su rester à la mode au final, même si c'est au détriment de son public de base. Beaucoup de gens qui aimaient Pokémon dans leur enfance ont complètement lâché, même s'il y a encore beaucoup d'adultes qui aiment Pokémon. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas bizarre. Il suffit de regarder l'âge des Pokétubeurs. Je ne suis clairement pas le seul à être encore fan de Pokémon. Quoi qu'il en soit, il y a encore plein d'autres choses à parler de Pokémon. C'est vaste, c'est un sujet très vaste. On peut notamment parler un peu du manga. Mais pas moi, je ne peux pas en parler parce que je n'ai jamais lu les mangas. Je ne m'y suis jamais vraiment intéressée. Je pense que j'aurais dû parce que je suis sûre qu'il y a des perles dans les mangas. Mais ça ne m'a jamais beaucoup intéressée, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Et pourtant je suis fan des bandes dessinées et de mangas. Un jour je m'y mettrai peut-être dans le futur, mais là c'est pas le cas. Heureusement, j'ai des intervenants pour vous parler de ce sujet. Comme ça, ma vidéo reste complète. Mais j'aimerais un peu parler des Pokétubeurs. Les Pokétubeurs, ce sont les youtubeurs spécialisés dans Pokémon. En général, les jeux vidéo, mais également les cartes Pokémon. Dans les plus connus, nous avons en France, je dirais,
Utitaf et Fieldrong. Je dirais que c'est les deux plus connus. Et il faut savoir que je consomme énormément de vidéos de Pokétubers, de vidéos sur Pokémon. J'aime notamment surtout les challenges, les Nuzlocke ou les Egglocke ou tout ce qui va être comme ça, les hardcore Nuzlocke. En général en une seule vidéo ou en let's play, j'aime beaucoup. Ça me permet de garder la hype de Pokémon même quand j'ai pas le temps ou l'énergie de jouer aux jeux vidéo. Ça permet de passer un bon moment et de se détendre. J'ai déjà au cours de cette vidéo mis des extraits de Jaco. Jaco est pour l'instant le seul Pokétuber francophone que je suis. Il a de l'énergie, il fait des let's play, des challenges intéressants. J'aime beaucoup sa chaîne. Et puis il est très dynamique et très régulier et mine de rien, c'est un point fort pour un let's player. Je regrette vite fait l'époque où il n'était pas encore sur Twitch parce que je préfère les vidéos plus montées et plus travaillées, même si ces rediffusions Twitch sont travaillées, sont montées et c'est pas juste des rediffusions. Et tant mieux parce que j'ai horreur des lives. Et du coup, il y a 2 autres youtubeurs, enfin Pokétubers que je suis, mais ils sont anglophones, je dirais américains, j'en sais rien, je m'en fiche un peu. C'est Chaotic Meatball et Flygon HG. Flygon, c'est Libégon en français. Quoi qu'il en soit, c'est un peu dur pour moi de suivre, notamment parce que si je connais pratiquement tous les Pokémon, je connais pas leur nom en anglais. Pareil pour les attaques. Mais ils font notamment des hardcore Nuzlocke que je trouve très intéressants. C'est des vidéos en général de 40 minutes à 1 heure. C'est cool, ça fait passer le temps, j'aime beaucoup pour me détendre. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur les Pokétubers. Je ne suis pas tous les dramas qu'il peut y avoir. J'ai longtemps suivi Nutitef, notamment ses Pokérace que j'aime beaucoup comme série de vidéos, même si je n'aime pas forcément tous les invités et tous les intervenants. Par contre, je ne supporte pas Fieldrong. C'est comme ça, mais je sais que ma soeur, par exemple, l'aime beaucoup. Au final, il y a tellement de Pokétubers, de gameplay, de challenge possibles sur Pokémon que c'est plutôt intéressant et que chacun peut y trouver à son goût. Et mine de rien, les youtubeurs permettent d'enrichir cet univers, je trouve. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je sais, j'ai certainement oublié de parler de plein de choses importantes et même de choses dont j'aurais voulu parler. Mais comme je l'ai dit, Pokémon c'est tellement vaste que je ne peux clairement pas parler de tout. Surtout si je veux éviter que cette vidéo fasse 3 heures. Quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine, éventuellement.